Kevin Mitnick. Kevin Mitnick. Kevin Mitnick. Kevin David Mitnick. Kevin Mitnick was arrested again. Nobody doubted that he was the most powerful hacker in the world. Our next guest was once on the FBI's most wanted list. He is now a white hat hacker with a consulting business and works with an AI company to develop new defense systems against cyber attacks. Kevin Mitnick, he is one of the world's top hackers. Mitnick, une légende parmi les pirates entre les années 80 et 2000. Surnommé le hacker le plus célèbre au monde, mais aussi le plus grand vulgarisateur des techniques d'ingénierie sociale. Mitnick est le premier hacker au monde à avoir figuré sur la liste du top 10 des criminels les plus recherchés par le FBI. Il faut savoir que pendant 2 ans, il a nargué avec brio le FBI sans même avoir quitté le territoire. Alors que ça fait 1 an jour pour jour qu'il nous a quittés en juillet 2023, j'ai voulu marquer le coup en faisant une vidéo complète sur ce monument de la cybersécurité. Nous allons retracer son enfance, ses faits d'armes, son jeu du chat et de la souris avec le FBI, mais aussi son impact. Alors êtes-vous prêt à plonger dans l'incroyable histoire de Kevin Mitnick et découvrir comment il a changé à jamais le monde de la cybersécurité? Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous appréciez la vidéo, laissez-moi un like et abonnez-vous pour débloquer l'ensemble de nos vidéos de formation gratuitement. Kevin Mitnick naît le 6 août 1963 à Los Angeles. À 3 ans, ses parents divorcent. Son père, Alan Mitnick, se tire du foyer. Pour joindre les deux bouts, sa mère, Shelly Jeff, enchaîne les petits boulots, laissant donc le petit Mitnick seul la plupart du temps. Le petit Mitnick s'ennuie profondément. Alors il se passionne pour les tours de magie et les nouvelles technologies. Petit à petit, il devient un nerd qui adore explorer les nouvelles technologies. Quelques années plus tard, Mitnick devient adolescent et étudie au lycée James Monroe. Il passe ses journées à manipuler des téléphones et des radios. Et le gamin est plutôt très futé. Il parvient à apprendre comment passer des appels longue distance gratuitement, mais aussi à s'infiltrer dans les réseaux informatiques. Par exemple, avec 2 de ses amis, il parvient à prendre le contrôle du haut-parleur d'un drive McDonald's. Il diffuse des messages du genre « Nous sommes désolés, nous ne servons pas de policiers ici ». My hands down favorite is when the cops would drive up. La bande enchaîne les pranks téléphoniques. Tout leur entourage y passe. Camarades, enseignants, vraiment tous. Lors d'un cours, Mitnick montre à un de ses profs qu'il a réussi à hacker son ordinateur. Devant les yeux ébahis de l'enseignant, il montre à son prof son mot de passe pour le convaincre. Et à votre avis, qu'a fait l'enseignant? Est-ce qu'il l'a puni? Eh bien non, bien au contraire. Puisque l'enseignant a montré le code de Mitnick à tous ses camarades et l'a félicité pour son intelligence. Il faut savoir qu'à cette époque, ses compétences en piratage émerveillent tellement ses professeurs qu'ils lui offrent une place dans le tout nouveau club scientifique du lycée. Imaginez un peu si aujourd'hui un ado réussit à s'infiltrer dans le compte Instagram de sa prof. Clairement, il va passer un sale quart d'heure. Mais bon, ça c'était dans les années 70. Dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, Mitnick commence à prendre goût au piratage informatique. Il adore la poussée d'adrénaline de l'interdit, comme il le dira lui-même des années plus tard dans le documentaire Pirates et Geeks. J'avais beau enfreindre la loi, je ne me considérais pas comme un véritable criminel. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais un problème. Le piratage me plaisait à cause de la montée d'adrénaline que l'on ressent quand on arrive à infiltrer un système, à trouver une faille de sécurité ou à accéder à des informations confidentielles. Et c'est justement cette recherche d'adrénaline qui va le pousser à commettre son premier gros larcin. That's too easy, right? So I figured I'd write a different program to steal the teacher's password. That's a cooler program. So when it came around time to hand in the homework, he goes, "Where's your Fibonacci assignment?" And I didn't have it. And he goes, "I stuck my neck out, I let you into class, and you didn't even do the homework." And I said, "Well, I did a better program. I wrote a program." And he goes, "To do what?" I go, "To steal your password. Isn't your password blah, blah, blah?" And his face turned white. And he goes, "How did you do that?" And I showed him the code. It wasn't in Fortran. It was in actually what we call Basic Plus back then. And he was so excited about the program. He put it all up on the chalkboard, showed the other students, and gave me a lot of attaboys. And he said, "This is so cool." « 」 « 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
Dans les années 80-90, Pacific Bell était un géant des télécommunications aux USA. Et Mitnick, âgé alors de 17 ans, s'est dit pourquoi ne pas y entrer? Le pire, c'est qu'il n'avait vraiment aucune raison de pirater ce système, à part de la curiosité. C'est ainsi qu'en 1980, Mitnick et deux de ses amis pénètrent dans le bâtiment Cosmos en soirée. Alors Cosmos, c'était la base de données dans laquelle la compagnie archivait les appels téléphoniques et les données de facturation. Pour passer la sécurité, Mitnick s'est simplement fait passer pour un employé. Ensuite, il a dit aux gardes qu'il attendait deux amis, et c'est tout. Clairement, on peut dire que c'était déjà un grand expert en bluff. Le garde en service lui a seulement demandé de remplir de la paperasse sans vérifier sa carte d'identité. À l'intérieur, le trio a mis la main sur une vraie mine d'or. Une liste de mots de passe des utilisateurs, les combinaisons de fermeture des portes de 9 bureaux centraux et plusieurs manuels détaillant le fonctionnement du système de la compagnie. Après ça, ils sont ressortis calmement, aussi naturellement qu'ils sont entrés. Personne n'a remarqué leur virée nocturne et ça aurait pu très clairement passer inaperçu. Sauf que l'un d'entre eux a largué sa copine et elle a rencardé la police en signe de vengeance. Mitnick est donc attrapé par les forces de l'ordre. On lui reproche deux choses, dégradation de données et vol de données. Mais bon, comme il est mineur et qu'il n'a pas d'antécédent de justice, alors il prend un petit 3 mois dans un centre de redressement et une année de mise à l'épreuve. Mais vous vous en doutez certainement, ce n'est pas ça qui va le calmer, bien au contraire. Avançons un peu dans le temps, on est en 1983. Mitnick a alors 20 ans et suit des cours au collège Pierce de LA et à l'université de Californie du Sud. Mais les mauvaises habitudes ont la vie dure, alors il décide de s'introduire dans l'ARPANET du Pentagone. L'ARPANET, c'est l'ancêtre d'Internet. S'il avait réussi son coup, il aurait eu des accès aux milliers de fichiers du commandement militaire des armées US. Pirater le système d'une institution aussi sensible en pleine guerre froide, on peut dire qu'il n'avait pas froid aux yeux. Sans blague. Malheureusement pour lui, la police repère l'intrusion et il est arrêté pour la deuxième fois. Cette fois-ci, Mitnick passe 6 mois dans un centre de détention pour jeunes. Petit à petit, les autorités commencent à se rendre compte que Mitnick, tous ses allures de geek, peut être dangereux, voire très dangereux. Jusqu'ici, Mitnick a pu compter sur le fait qu'il était mineur pour avoir des peines assez réduites. Et il va très vite découvrir les joies du tribunal pour adultes. En 1987, il décide de s'attaquer à SCO, Santa Cruz Operation. À l'époque, l'entreprise était spécialisée dans le portage des versions des OS Unix sur différents hardware. Une de leurs versions tapa à l'œil de Mitnick, Xenix. Il voulait simplement savoir comment ça marche, voire explorer un peu le code et même potentiellement découvrir des failles de sécurité. Bref, il voulait s'amuser quoi. Malgré que le code source de l'OS ne soit pas accessible au public, Mitnick arrive tout de même à s'introduire dans le système de Santa Cruz Operation. Mais pendant l'intrusion, il se fait griller. Et plutôt que de disparaître après avoir été détecté, il a commencé à échanger avec les employés de la compagnie. Cette petite erreur de débutant a permis aux employés de suivre ses activités et de tracer sa ligne téléphonique. Par la suite, les enquêteurs ont découvert que Mitnick tentait de copier et de modifier le code de Xenix. La compagnie SCO l'a un peu mauvaise. Face à l'accusation, il plaide un délit mineur et passe un deal avec SCO pour ne pas être poursuivis. C'est-à-dire qu'ils abandonnent leur plainte et en échange, il leur explique comment il a réussi à infiltrer leur système. Mais même avec cet accord, il écope tout de même d'une mise à l'épreuve de 3 ans, soit jusqu'en 1990. Jusqu'à présent, Mitnick s'en sort plutôt bien. Avec tous ses ennuis avec la justice, n'importe qui se serait rangé. Mais pas lui, on parle de Mitnick tout de même. Moins d'1 an après s'être fait choper pour son casse à SCO, il récidive. Cette fois-ci, il cible encore une fois un gros poisson. L'entreprise DEC, Digital Equipment Corporation.
Le DEC, ce n'est rien d'autre que le laboratoire de recherche et développement de Dell. Et justement, ils ont une nouvelle version de leur système d'exploitation VMS. C'est cet OS qui tournait sur les ordinateurs VAX. Petit rappel historique, les ordinateurs VAX sont les tout premiers ordinateurs grand public de l'histoire. Ce sont eux qui ont démocratisé l'ordinateur dans les foyers américains bien avant l'arrivée de l'Apple II. Bon, revenons à Mitnick. Comme avec Xenix, il veut s'amuser avec le code source de l'OS VMS et chercher des failles. Et cette fois-ci, il a un complice, Lenny Dicico. En journée, Dicico travaille comme informaticien dans la société Voluntary Plan Administrator à Calabasas. Et c'est une passerelle parfaite pour arriver dans le système de DEC. Les deux complices réussissent à s'introduire dans le réseau intranet de l'entreprise. Ils se font tout de même repérer, mais ils arrivent à brouiller leurs traces. Par contre, Mitnick reste sur le réseau. Il savoure le fait de lire les mails des agents de sécurité qui parlent d'un mystérieux hacker, ce qui lui procure un certain plaisir malsain. On ne va pas se le cacher. Mais globalement, rien ne permet de lier le piratage jusqu'à lui. Dicico comprend vite que son ami et mentor peuvent être un danger pour la société et décide de prendre ses distances. Mitnick n'apprécie pas trop cette décision, alors il fait ce qu'il sait faire de mieux, faire une blague par téléphone. Mitnick appelle le patron de Dicico en se faisant passer pour un agent du gouvernement. Une fois que sa cible a mordu à l'hameçon, il lui dit que Dicico est en conflit avec l'agence fiscale américaine. Et comme il n'y a pas de fumée sans feu, eh bien Dicico le balance au FBI et raconte tout le casse du DEC. Il va même jusqu'à mettre leur conversation téléphonique sur écoute et porter un micro. Un soir, il donne rendez-vous à Mitnick sur un parking vide. Mitnick pense être le seul avec son associé, jusqu'à ce que deux agents du FBI sortent des buissons et l'embarquent. L'entreprise DEC traîne Mitnick devant les tribunaux. La société l'accuse d'avoir volé des logiciels valant plusieurs millions et de lui avoir coûté 200 000 $ pour sécuriser leur réseau. Il plaide coupable, mais uniquement pour fraude informatique et possession illégale de codes d'accès. Logique, car après tout, il n'a rien volé et a permis à la société de mettre les moyens pour se protéger. Suite à ça, Mitnick écope d'1 an de prison et est obligé de suivre un programme de désintoxication à l'informatique de 6 mois. Et oui, là ce n'est pas pour de l'alcool ou de la drogue, mais bel et bien une cure qu'on appelle aujourd'hui une détox dopamine. Alors je n'en ai pas parlé, mais Mitnick s'est marié à une étudiante qu'il a rencontrée lorsqu'il était encore étudiant lui-même. Son nom est Bonnie et elle est une employée d'une société de télécom. Et justement, à sa sortie de prison, Bonnie n'est pas venue l'accueillir à bras ouverts. Elle lui a plutôt envoyé les papiers du divorce avant de s'en aller avec son meilleur ami de l'époque, Lewis. En fait, elle ne supportait pas qu'il passe sa vie scotché à son ordinateur. Après la casse-prison, certains ex-détenus sont frappés d'une illumination. Ils essaient de reprendre leur vie en main, mais pas pour Mitnick. Après tout, s'il est allé en prison, c'est uniquement parce que les forces de l'ordre ont pu tracer ses appels. Et donc dans sa logique, il se dit que s'ils ne peuvent plus le tracer, alors il ne se fera plus jamais arrêter. Pour ça, le meilleur moyen qu'il a trouvé, c'est de changer le code de série de son téléphone Novatel PTR 825. Touchtone telephones look like this. It's not a computer. It can't connect to the internet. Can you hack with it? Well, no, not really, but maybe, just maybe, there's one man who can. And this man's name is Kevin Mitnick. Alors certains adeptes de théories farfelues diront que ce sont ces mauvaises actions qui l'ont envoyé en prison. Mais bon, c'est assez difficile à diagnostiquer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des théories du complot naissent. Nous sommes donc maintenant en 1989. Après 12 mois derrière les barreaux, Mitnick reprend ses habitudes dès sa sortie. Il se rend au Consumer Electronics Show de Las Vegas, et de là, il se fait passer pour un ingénieur de Novatel et appelle le siège de la compagnie. Grâce à ses techniques de manipulation avancées, il parvient à mettre l'ingénieur Kumamoto en confiance. Il apprend que c'est possible de modifier l'ESN des portables grâce à une puce équipée d'une version spéciale du firmware de Novatel.
Mieux encore, il arrive à le convaincre de lui envoyer quelques-unes de ses puces dans un hôtel proche de l'événement. Dès qu'il les reçoit, Mitnick se rend dans un magasin électronique. Il joue encore sur sa persuasion pour pousser les gérants de lui donner les codes de tous les téléphones activés récemment. Désormais, il peut masquer ses traces grâce à son réseau de téléphones portables. Il devient donc intraçable. Après un job comme programmeur dans une agence publicitaire de Vegas, Mitnick déménage, direction la vallée de San Fernando à Los Angeles. Là, il trouve un job de détective dans l'agence Celtech Detective Agency. Tout roule pour le jeune homme. Sauf que quelques mois après son arrivée, le FBI remarque une anomalie. Des données confidentielles sont utilisées dans l'agence dans laquelle il travaille. Ce sont des données qui proviennent d'un opérateur de télécom. Et essayez de deviner le coupable. Bien évidemment, c'est encore Mitnick. Ah oui, 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 oui. Du coup, le FBI lance une enquête contre lui et perquisitionne son appartement. Mais comme c'est un grand joueur, il range complètement sa chambre et retire tout le matériel qui pourrait l'accuser. Puis, il met même une boîte de donuts dans son frigo et écrit dessus FBI Donuts. I think it was a 24 box of, donuts. I took a Sharpie and wrote FBI Donuts on the box. I put it in the refrigerator, and on a big Post-it note outside my refrigerator, the logo for Intel, it says Intel inside? I put FBI Donuts inside and stuck it on the refrigerator. Malgré tout, la moquerie ne s'arrête pas là. Quand les agents arrivent chez lui, Mitnick leur ouvre la porte, alors qu'il est tout nu. Oui, c'est assez farfelu et digne d'un grand joueur qui s'amuse. Les fédéraux ne trouvent rien lors de la perquisition, ce qui laisse un peu de temps au jeune homme de préparer sa fuite. Et oui, parce qu'il connaît très bien la loi. Un juge fédéral finira bien par émettre un mandat contre lui. Et il est hors de question qu'il se fasse encore arrêter. C'est pourquoi lorsque les agents reviennent chez lui, mais cette fois-ci avec leur mandat, Mitnick s'est déjà volatilisé. L'une des tracks les plus médiatisées de l'histoire vient alors de commencer. Pendant 2 ans, Mitnick joue au jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre. À chaque fois, il arrive à fuir au dernier moment. L'homme est confiant et il se croit inarrêtable. Tout se passe bien pour lui jusqu'à la fin 92. Un jour, un de ses contacts lui présente un supposé grand hacker. Un certain Eric, si secret qu'il refuse même de donner son numéro à qui que ce soit, ni à parler avec quelqu'un sans intermédiaire. Mais Mitnick n'a jamais entendu parler de lui, alors il sent le piège à des kilomètres. Je veux pas paraître pessimiste, mais là ça sent le piège. Hein. Qui est ce Eric et pourquoi est-ce qu'il ne trouve aucune trace sur lui? Mitnick, ce grand curieux, veut savoir. Il enquête alors sur lui et parvient à manipuler une employée de la compagnie téléphonique. Il l'appelle en se faisant passer pour un technicien qui a besoin de l'adresse d'un numéro de téléphone. Dès qu'elle lui demande son code d'identification, il lui sort un code à 3 chiffres inventé à l'instant. Et ça passe. L'ingénierie sociale, c'est vraiment puissant. Elle lui fournit l'adresse et tout ce dont il a besoin pour traquer Eric. D'ailleurs, des années plus tard, il déclarera à ce sujet sur les opérateurs téléphoniques qu'il ne vérifie jamais. N'importe quel code à 3 chiffres leur suffit tant qu'on a l'air confiant dans ce qu'on dit. Pour revenir à l'histoire, Mitnick va une nouvelle fois commettre une erreur. Il va appeler le département des véhicules moteurs de Sacramento en se faisant passer pour un agent de l'Office de l'Inspection Générale de l'Administration de la Sécurité Sociale. Pour que ce soit plus cohérent, il précise même être responsable des enquêtes sur la fraude. Le hacker de génie manipule une fois de plus la standardiste pour qu'elle lui donne la photo du permis de conduire et tout un tas d'autres informations. C'est à ce moment-là que la police le repère. Quand ils arrivent sur place, ils ont à peine le temps de voir Mitnick en train d'enjamber le mur du parking avant de disparaître rapidement dans la voiture. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Mitnick a vu juste. Ce fameux Eric est en réalité Justin Tanner Peterson, un autre hacker qui s'est fait prendre par le FBI quelques mois plus tôt et qui a conclu un deal avec eux. Cette nouvelle humiliation de la police défraie la chronique. La situation reste bloquée jusqu'à ce qu'elle commette une autre erreur. Le jour de Noël 94, Tsutomu Shimomura, un expert de la cybersécurité japonais, est en vacances.
Il ne s'attendait donc pas à recevoir un appel paniqué d'un de ses collègues du centre de calcul. Quelqu'un a réussi à s'introduire dans son ordinateur. Si vous êtes un passionné de cybersécurité, vous avez déjà probablement entendu parler de l'attaque de Mitnick. C'est une attaque dans laquelle l'attaquant utilise l'inondation de requêtes SYN et le vol de sessions TCP sur un fond d'IP spoofing. Rien compris, moi. Grossièrement, l'attaquant fait croire à la machine cible qu'il est une machine de confiance en usurpant son adresse IP. C'est vraiment une technique passionnante et si ça vous intéresse, eh bien j'ai mis un lien Wikipédia en description. Bref, Mitnick réussit à infiltrer l'ordinateur de la maison de vacances de Shimomura. L'ordinateur n'y voit que du feu en pensant discuter avec un ordinateur de l'université Loyola de Chicago. Il n'y a qu'une petite ombre au tableau. Shimomura a configuré son pare-feu pour qu'il envoie une copie des fichiers de logging à un autre ordinateur. Celui-là est sur son lieu de service, le centre de calcul de San Diego. Et ce sont des fichiers de logging qui vont mettre la puce à l'oreille de son collègue. We don't know for sure. My best guess is that he knew that I do computer security research. This is one of the things I've been doing for the last few years. He knew I was a researcher, and my guess is that he thought that I might have some information on my machines that would help him break into other machines. Des centaines de documents ont disparu, et certains logiciels aussi. Vexé, piqué à vif et énervé, Shimomura décide d'apporter son aide au FBI pour traquer Mitnick. Un mois après l'intrusion, Shimomura reçoit un appel de la Well de Sausalito. L'homme au téléphone lui dit avoir reçu un courriel de son administrateur réseau qui lui demande de nettoyer le compte de Shimomura. En regardant de plus près, Shimomura retrouve tous les fichiers que Mitnick lui a volés un mois plus tôt. Maintenant, il est sûr d'une chose, Mitnick contrôle le réseau de la Well et s'en sert comme plateforme d'attaque. Le Nippon s'y installe avec son équipe et surveille toutes les télécommunications. En 1995, il observe Mitnick en train de s'infiltrer dans un pare-feu de Motorola et s'emparer du logiciel de sécurité. Puis il découvre le vol de 20 000 numéros de cartes de crédit des clients de Netcom à San José. De fil en aiguille, ils parviennent à trianguler la position de Mitnick. Les appels proviennent de 3 villes, Denver, Minneapolis et Raleigh. Pendant 2 jours, Shimomura sillonne les rues de Raleigh avec un Cellscope 2000. En gros, c'est une grosse antenne permettant d'écouter toutes les conversations téléphoniques autour. Finalement, il arrive à trouver l'appartement de Mitnick. Durant toute la durée de sa traque, il travaille dans un cabinet d'avocats sous le nom de Eric S. Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal car c'est le vrai nom de Houdini. Le 15 février de la même année, à 2 h du matin, le FBI, Shimomura et un journaliste pénètrent chez Mitnick et le mettent aux arrêts. Alors apparemment, au moment de son arrestation, Mitnick aurait déclaré avec un visage enchanté « Salut Tsutomu, félicitations ». Bon après, est-ce que c'est vrai ça, on le saura jamais. Les juges ont reproché à Mitnick une vingtaine de chefs d'accusation. Et il faut le reconnaître, ils ont été très durs envers lui. Ils l'ont traité comme un criminel. Pas de possibilité de libération, sous caution, des chefs d'accusation largement exagérés, interdiction formelle d'accéder à un ordinateur ou à tout équipement permettant de se connecter à un réseau informatique, et j'en passe. Bref, forcé de plaider coupable, Mitnick reconnaît 7 chefs d'accusation et passe 5 ans derrière les barreaux. À l'époque, ce procès scandalise ses partisans. Ils soutiennent que Mitnick n'a jamais utilisé toutes les données collectées à des fins malicieuses et qu'il n'a jamais causé de dommages graves. D'ailleurs, les lecteurs du magazine 2600, The Hacker Quarterly, s'organisent. Ils distribuent des autocollants avec l'inscription « Free Mitnick ». D'autres s'introduisent dans les bases de données de Yahoo pour afficher un message de soutien à Mitnick sur la page d'accueil. Vous l'aurez deviné, c'est un véritable choc pour la communauté de passionnés d'informatique. Il y a un vrai changement de l'opinion publique sur ce que sont les hackers.
Avant, ils étaient perçus comme des gamins curieux et un peu débrouillards, voire inoffensifs. Mais depuis l'arrestation en 94 de Kevin Poulsen alors qu'il tentait de gagner frauduleusement une Porsche lors d'un jeu concours, ou encore de l'arrestation de Vladimir Levin après qu'il a tenté de dévaliser 10 millions de dollars en passant par les ordinateurs de la Citibank, ou encore celle de la propagation par email du virus Melissa qui a causé approximativement 385 millions de dollars de dégâts, et bien tous ces faits ont radicalisé l'opinion publique sur la question des hackers et ont fait d'eux les ennemis publics numéro 1. Et les jurés sont devenus bien plus sévères envers eux. Après sa sortie de prison, Mitnick, 37 ans, retourne vivre avec son père. Privé d'ordinateur et d'accès à tout équipement informatique, sa vie se résume à conduire son père à ses examens médicaux. Il décide de se ranger et devient consultant en cybersécurité pour les entreprises du Fortune 500 et le FBI. The federal government has no control over the security weaknesses that software manufacturers permit to reach the marketplace. Thus, it is imperative to enhance other security measures to overcome these shortcomings. Comme quoi, les ennemis d'hier peuvent devenir les amis de demain. Il effectue des audits, des pentests, des analyses d'intrusion et fonde sa société Mitnick Security Consulting. Il faut savoir que son histoire et ses techniques fascinent et inspirent des milliers d'experts dans le monde. Il écrit d'ailleurs 3 best-sellers, L'art de la supercherie, Ghost in the Wire et l'art de l'intrusion. Il devient en fait un défenseur des internautes face aux techniques d'ingénierie sociale. Rappelez-vous, c'est un sacré fléau. Et aujourd'hui, en fait, son impact sur le monde de la sécurité est non négligeable. Mais malheureusement, il découvre qu'il est atteint d'un cancer du pancréas et meurt le 16 juillet 2023 à 59 ans. Il laisse derrière lui son épouse, Kimberly, enceinte de leur premier enfant. J'espère que vous avez apprécié cette longue biographie de Mitnick à l'heure où les formats courts viennent voler notre capacité de concentration. J'ai essayé de faire un épisode un peu long style documentaire parce que clairement sa vie en valait le détour. Et si vous aimez ce type de format, dites-le moi en commentaire, et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et lâchez un petit like. Et même si vous vous êtes ennuyé, mettez un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure.